En ma qualité de vice-président de la loge Robert Gamzon, et en raison de l'absence de notre présidente intérimaire Jacqueline Robibaud, actuellement en déplacement et qui m'a chargé d'excuser, je vous souhaite la bienvenue, vous remercie pour votre présence et vais donc ouvrir cette soirée. Jacqueline Robibaud m'a demandé de vous transmettre ces quelques mots. Très affectée par la disparition de Sylvie Stoleru, Zichrono Libracha, elle se joint à la peine ressentie par tous les membres et amis de la loge Robert Gamzon. Elle assure notre ancien président Yves Stoleru de toute son amitié et de toutes ses pensées pendant ces moments difficiles. Que Sylvie Stoleru, Zichrono Libracha, repose en paix. Je voudrais souhaiter une refouach shlema à tous nos amis qui ont des problèmes de santé, et notamment à Claude Salama, qui est le responsable de la commission culture de notre loge, à qui nous devons la réalisation de cette conférence, qui a tenu à animer cette soirée, bien qu'il ne soit pas très en forme, et à qui je passe désormais la parole. David, le micro est bien. Oui. Bon alors, bonne soirée à tous. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir aujourd'hui Maître Pierre Lursa, écrivain, avocat, écrivain, qui défriche, avance sur un parcours rocailleux, difficile, semé de choses-trappes et de précipices même parfois, dans un parcours intellectuel évidemment, assez complexe. C'est pourquoi nous avons tenu à l'inviter avec une certaine curiosité, avec beaucoup d'intérêt, pour écouter ce qu'il avait à dire sur une question complexe et qui est souvent évitée. On évite de la poser, on évite d'y répondre, comme si le débat intellectuel n'avait plus tellement sa place devant les réalités du terrain. Et pourtant, nous devrions répondre, parce que l'absence de discours crée un vide. La nature a horreur du vide, et nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés dans les journaux du monde entier. Éthique, Israël, l'armée, le soldat d'Israël. Ah oui, vos soldats sont, paraît-il, croient à la pureté des armes, mais nous constatons autre chose, etc., etc. Le débat finalement fondamental qui est posé ce soir, le titre a été l'excès d'éthique. L'excès d'éthique s'oppose-t-il au projet sioniste? Mais en fait, le titre initial que j'avais envisagé, finalement, on l'a modifié. C'était une phrase qui n'est pas de moi, que j'avais lue et que j'avais retenue et que je retiens encore, à savoir hypertrophie de l'éthique, atrophie du politique. Il y a comme un balancement entre l'éthique et le politique. Devons-nous être, le peuple juif, avancé dans le sens de l'universalité de l'éthique, j'ai terminé, l'universalité de l'éthique, ou bien, aux dépens de notre combat politique, ou bien devons-nous transiger? J'ai lu le livre excellent de Pierre Lursa, qui a un mot difficile, je lui ai reproché gentiment, la trahison des clercs d'Israël. Il va nous dire pourquoi il a appelé la trahison des clercs. Moi je sais pourquoi, mais il va nous le dire. Et je lui cède la parole avec beaucoup d'intérêt. Comment ? Je voulais dire comment se déroulera la soirée. Bien sûr. Pierre Dreyfus va nous dire comment se déroule la soirée. Oui, après ces mots d'introduction, je n'ai pas besoin de micro. Tout le monde m'entend, je pense. Voilà. Après ces mots d'introduction de notre vice-président, administrateur général du secrétariat de notre loge, après les mots de notre responsable
de la commission culture, Claude Salama. Et avant de donner la parole à mon confrère Pierre Lursin, je voudrais très rapidement vous dire comment se déroulera la soirée. Je vais dans quelques instants donner la parole à Pierre Lursin. L'excès d'éthique s'oppose-t-il au projet sioniste? Vaste sujet, s'il en est, qui sera exposé comme à son habitude, avec tact, avec modération, avec mesure par notre conférencier. Après cela, toujours avec tact, modération, mesure et sans polémique, la parole sera donnée à l'assistance qui pourra évidemment poser quelques questions aux conférenciers. Puis, la soirée se terminera par ce que nous avons coutume d'appeler le pot de l'amitié, qui est, comme ce soir, fait par nos sœurs sous la bienveillante et efficace action de nos sœurs Suzanne Jama et Myriam Leroy. Alors, je trouve que j'ai assez parlé et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci de m'accueillir ici. C'est la première fois que j'ai le plaisir de m'exprimer devant le public du Bnei Brit et j'en suis très content. Alors, l'excès d'éthique s'oppose-t-il au projet sioniste? C'est un petit peu le sujet de mon livre, effectivement, et pour dissiper un possible malentendu, puisque mon ami Claude Salama m'a interpellé sur le titre, sur le mot la trahison. Évidemment, il s'agit d'un titre qui fait référence à un autre livre beaucoup plus célèbre que le mien, mais bon, j'ai encore le temps de me rattraper, qui s'appelait la trahison des clercs, qui était paru il y a à peu près 100 ans en France, dans les années 20, le livre de Julien Bindard. Peut-être on aura l'occasion d'en redire un mot. Donc ce titre est un emprunt. Donc voilà, je décline toute responsabilité pour ceux qui l'interpréteraient d'une manière qui serait pas conforme à mon intention. Alors, ceci dit, je voudrais rentrer dans le cœur du sujet, si vous voulez, en vous lisant une citation d'un des intellectuels juifs les plus fameux au monde, qui avait écrit en 1930, dans une lettre qu'il avait adressée au docteur Chaim Kofler, en réponse à une demande du Keren HaYesod, ça tombe bien puisqu'on est rue Keren HaYesod, et qui lui disait, à l'époque, donc ça se passait juste un an après les émeutes de 1929, et le Keren HaYesod avait lancé une vaste campagne pour essayer d'alerter les intellectuels juifs les plus connus dans le monde en leur demandant leur soutien, d'exprimer leur soutien à ce qui n'était pas encore l'État d'Israël, mais qui était déjà le Yishuv et la communauté juive en Eretz Israël. Et en réponse à cette demande, eh bien, cet intellectuel très fameux avait répondu ainsi: « Je ne pense pas que la Palestine pourra jamais devenir un État juif, ni que les mondes chrétiens et islamiques soient prêts à ce que leur lieu saint soit sous contrôle juif. Il m'eût paru plus judicieux d'établir une patrie juive sur une terre moins chargée d'histoire. Je concède avec tristesse que le fanatisme infondé de notre peuple soit en partie à blâmer pour avoir éveillé la méfiance arabe. Et je ne puis cultiver de sympathie pour une piété mal dirigée qui transforma un morceau du mur d'Hérode en relique nationale, enfonçant ce faisant les sentiments des autochtones palestiniens. » Alors, en lisant ces mots, je vais tout de suite vous dire qu'est-ce qu'il a écrit, bien entendu, mais en disant cette lettre, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle date de 1930, mais finalement, on pourrait la lire aujourd'hui dans un journal français. C'est presque un condensé de la propagande antisioniste aujourd'hui. Donc les lieux saints, évidemment, ils ne nous appartiennent pas. Le fanatisme religieux, c'est toujours le fait des Juifs. Et quant aux Arabes, eux, on offense leurs sentiments en venant s'installer ici et en révérant des vieilles pierres du mur d'Hérode. Alors, ce qui est intéressant dans cette lettre qui avait été écrite par Sigmund Freud, c'est que, en fait, Sigmund Freud n'était pas antisioniste. Il avait même... Une trentaine d'années auparavant, il avait envoyé son livre « L'interprétation des rêves » à Theodor Herzl. C'était en 1902, donc ça se passait 2 ans avant la mort de Herzl, et il lui avait envoyé son livre dédicacé en lui disant « Je vous prie de conserver ce livre en témoignage de la haute estime que je porte depuis longtemps aux poètes et aux combattants pour les droits de notre peuple que vous êtes. » Donc vous voyez que Freud, à la base, était plutôt bien disposé envers le mouvement national juif et son fondateur.
Et sans rentrer dans le débat qui a alimenté évidemment des tonnes d'articles et de livres sur savoir est-ce que Freud était sioniste ou pas, ce qui à mon avis n'a pas vraiment, c'est une question qui n'est pas tellement intéressante parce que en fait, à proprement parler, Freud n'était pas sioniste, il n'est jamais venu en Israël s'installer, il pensait que sa place était en Europe, et donc il n'était pas sioniste au sens où nous l'entendons puisque nous sommes tous à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est de voir comment sa pensée a évolué en 30 ans, d'un soutien enthousiaste à Théodore Herzl jusqu'à finalement une attitude de critique très virulente du mouvement sioniste. Et en cela, il n'est pas du tout isolé parce qu'en fait, il est représentatif de la plupart des intellectuels juifs de son époque. Et donc finalement, c'est pour ça que je l'ai cité en introduction parce que quelque part, il est emblématique des plus grands intellectuels juifs de l'époque qui tous ont connu peut-être pas la même évolution, mais en tout cas la même ambivalence. C'est-à-dire que vous prenez les noms, certains sur lesquels je vais revenir, comme Martin Buber, ou Stefan Zweig, ou même Albert Einstein, donc les plus grands noms juifs du siècle passé, eh bien tous, je dirais, avaient à la fois une sympathie pour le sionisme en tant que mouvement de renaissance nationale juive, qu'ils avaient exprimé avec plus ou moins d'enthousiasme, et par ailleurs, ils ont aussi critiqué le mouvement sioniste dès lors que celui-ci s'est heurté, je dirais, à la dure réalité de l'opposition arabe. Et c'est ça, en fait, ce qui a expliqué le changement d'attitude de Freud et de beaucoup d'autres, c'est que après les émeutes de 29, eh bien, les intellectuels juifs de l'époque, pour la plupart d'entre eux, et c'est d'eux qu'il s'agit lorsque je parle des clercs d'Israël, eh bien, ils se sont dit finalement, si pour installer une communauté juive en Eretz Israël, il faut affronter l'hostilité et les armes, l'hostilité armée des Arabes, alors dans ce cas-là, autant reléguer ce projet dans un placard et rester en Europe. Et c'est un petit peu en gros ce qu'ils ont tous dit, finalement, c'est que, je dirais, leur sympathie de principe a changé, a tourné en hostilité dès lors que le sionisme, qui était un idéal éthéré, s'est heurté aux dures réalités, au principe de réalité, pour reprendre un concept de Freud. Et donc, quelque part, pour eux, le sionisme devait rester quelque chose d'éthéré, un idéal. Alors, et bien entendu, leurs arguments étaient, pour la plupart, des arguments éthiques. Alors, c'est ça que j'appellerais l'éthique comme obstacle à la réalisation du sionisme, c'est-à-dire que chez tous ces intellectuels, et donc qui sont parmi les plus grands, les plus fameux, en tout cas, aux yeux des Occidentaux. Peut-être que nous avons d'autres intellectuels juifs qui sont moins connus et qui, à nos yeux, sont peut-être plus importants. Mais les noms les plus fameux des intellectuels juifs du XXe siècle, eh bien, tous, ou la plupart d'entre eux, ont connu, je dirais, cette attitude ambivalente et, quelque part, ce rejet du projet sioniste et ensuite de l'État d'Israël, pour certains d'entre eux dont je vais parler, au nom, toujours, d'arguments éthiques. Et le premier d'entre eux, sans doute, à mon avis, le plus significatif, c'est Martin Buber, dont on a fêté récemment le cinquantenaire, on a célébré le cinquantenaire de son décès. Donc on a parlé beaucoup de lui, notamment en France. Et on avait vu d'ailleurs un beau film qui avait été fait par Pierre-Henri Salfati et qui montrait bien toute son ambivalence et aussi toute sa naïveté. Parce que dans les années 30, eh bien, Martin Buber, comme beaucoup d'autres juifs allemands, était totalement, je dirais, aveugle devant la montée du nazisme. Et il avait déjà beaucoup d'amis qui s'étaient installés en Israël dans les années 20 et qui le pressaient de les rejoindre. Et toujours, il les repoussait en disant que sa place était en Allemagne et que l'Allemagne était le lieu idéal pour la réalisation du judaïsme. Et cette conviction, il l'a gardée presque jusqu'au dernier moment. Et il a pris presque le dernier train ou le dernier bateau pour rejoindre la Palestine, où il s'est installé, où il a vécu jusque dans les années 60. Mais finalement, il a toujours gardé un petit peu cette attitude d'intellectuel dans sa tour d'ivoire. Et les conceptions sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant, qu'il a développées dans les années 20 et 30 avec ses amis du Brit Shalom, donc de l'Alliance pour la paix, eh bien, il les a gardées intactes sans jamais les remettre en question. Et c'est ça précisément que j'appelle la trahison des clercs. C'est, je dirais, le fait pour un intellectuel de se conformer à des principes et à des idées bien ancrées, sans les remettre en question à l'aune des réalités, à l'aune des événements. Et en cela, Buber est vraiment significatif parce que, si vous voulez, pour retracer en quelques mots son itinéraire, c'était un jeune militant sioniste très prometteur, très intelligent, qui avait été repéré par Théodore Herzl, qui l'avait nommé président du journal sioniste le plus important
la Neue Freie Presse, et qui en avait fait donc un jeune dirigeant prometteur au sein du mouvement sioniste. Et très rapidement, Buber s'éloigne de Herzl, pour lequel il aura des mots très très virulents après son décès d'ailleurs, et devient le chef de file d'abord de l'opposition interne au mouvement sioniste, qui s'appelait à l'époque la faction démocratique, au sein du Congrès sioniste, et ensuite, carrément, je dirais, il largue les amarres, il quitte le mouvement sioniste, et il devient le spécialiste du racidisme qu'on connaît. Donc finalement, il abandonne un peu son militantisme politique pour devenir un intellectuel dans sa tour d'ivoire, mais en même temps, il continue de critiquer le sionisme depuis donc sa tour d'ivoire, en publiant notamment des articles qui avaient été publiés en France il y a assez longtemps, sous le titre « Une terre pour deux peuples ». Et en fait, il a toujours, je dirais, il s'est toujours accroché à cette idée développée dans les années 20 et 30, que le sionisme, je dirais que le critère d'évaluation du sionisme, le seul critère d'évaluation du sionisme, ce serait son attitude envers des Arabes. Et en cela, il était, je dirais, un précurseur, parce que c'est un peu le thème qui a animé toute la gauche sioniste et israélienne jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voudrais vous citer un ami très proche, un disciple de Martin Buber qui est moins connu, qui s'appelle Hans Kohn, qui était lui aussi un membre fondateur du Brit Shalom et un intellectuel juif allemand, et qui disait en 1929, donc à peu près à la même époque où Freud avait envoyé sa lettre au Keren HaYesod, eh bien lui aussi, et dans les mêmes circonstances, il avait répondu au dirigeant du Keren HaYesod, Berthold Feivel, donc en répondant à cette demande de soutien que le Keren HaYesod avait adressée à tous les intellectuels juifs les plus prestigieux de l'époque, il avait répondu ainsi: le sionisme que je représentais depuis 1929 n'a jamais été un sionisme politique. Moi-même et un groupe d'amis voyons dans le sionisme un mouvement moral et spirituel au sein duquel il nous était possible de réaliser nos convictions humaines, notre pacifisme, notre humanisme. Et il ajoutait: pour moi, les aspirations humanitaires se cristallisèrent plus tard dans ce qu'on appelle le problème arabe. C'était là, à mon avis, la pierre de touche du sionisme. Et là, je pense qu'il a résumé en deux mots quelle est l'attitude de tous ces intellectuels juifs allemands vis-à-vis du mouvement sioniste. C'est-à-dire, pour eux, la pierre de touche, c'est les relations avec ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les Palestiniens, puisque les Palestiniens c'était nous, mais avec les Arabes de Palestine. Et en cela, donc, Hans Kohn et Buber aussi ont été, je dirais, des précurseurs et des modèles d'une attitude qui ne s'est jamais démentie depuis lors, puisque finalement, ils n'ont jamais remis en cause leur conception. Et Martin Buber, notamment, après la proclamation d'indépendance, a écrit un article qu'il a publié en mai 1947, qui était très virulent, dans lequel il opposait deux sortes de sionisme. Le sien, c'est-à-dire le sionisme idéal, spirituel, éthique et moral, et le sionisme de Ben-Gurion, qui pour lui était, comme il l'a dit, et je cite, une profanation du nom de Dieu. Vous voyez ? Donc, alors que le monde juif tout entier était partagé entre, je dirais, la liesse, l'enthousiasme de la proclamation de l'État, et pour certains, évidemment, l'inquiétude de voir que l'État n'allait pas naître de manière pacifique, parce que l'opposition arabe allait très vite d'entraîner dans la guerre, comme Ben-Gurion lui-même l'avait pressenti, eh bien, Martin Buber, lui, il écrivait que le sionisme était une profanation du nom de Dieu. Et en cela, je dirais que son attitude était tout à fait symptomatique, oui, et on peut la rapprocher de celle de beaucoup d'intellectuels israéliens aujourd'hui. Et je donnerai juste un exemple si vous voulez, pour que mon propos soit plus, pour vous montrer en quoi tout ce débat des années 20 et 30 est encore pertinent pour aujourd'hui. Eh bien, toujours à propos de David Ben-Gurion, auquel Martin Buber lançait ses flèches les plus acérées, eh bien, pas plus tard qu'hier, dans le journal Haaretz, il y a un compte-rendu d'un très beau film sur Ben-Gurion que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Épilogue, qui est en fait une interview réalisée quelques années avant la mort de Ben-Gurion par un journaliste américain ou anglais, et qui l'interviewe pendant plusieurs heures. Ben-Gurion parle à bâton rompu, raconte tout son parcours, parle je dirais, se livre totalement, à la fois sur le plan personnel et politique. Et c'est un film vraiment passionnant et fascinant. On découvre une image de Ben-Gurion qui n'est pas toujours celle qu'on a, je dirais, avec laquelle il est rentré dans la postérité. On découvre notamment un grand intellectuel, quelqu'un qui était passionné par toutes sortes de questions qui n'avaient pas toujours à voir avec l'actualité la plus brûlante. Et bien, le compte-rendu que le journal Haaretz donne de ce film, finalement, et je le cite vraiment mot à mot, c'est de dire que Ben-Gurion était
très proche de Mussolini, parce qu'il établissait un lien entre le peuple et la terre, et comme on sait, le lien entre le peuple et la terre, c'est une idée fasciste. Et je ne veux pas vous accabler plus longtemps de citations du journal Haaretz, parce que c'est une punition que je m'inflige de temps en temps pour savoir comment pense une certaine intelligentsia en Israël. Mais penser que Ben Gurion, je dirais, établir une comparaison entre Ben Gurion et Mussolini, eh bien, moi-même qui ne suis pas du tout un disciple de Ben Gurion, qui suis plutôt un disciple de Jabotinsky, je pense que c'est une insulte à la fois à l'histoire d'Israël et même simplement au bon sens au simple bon sens. Alors, je reprends, si vous voulez, le fil de mon exposé pour dire que Martin Buber a été le premier parmi les intellectuels juifs à se livrer à cette espèce de sport national qui est la déconstruction et je dirais le fait de s'attaquer à nos plus grands hommes politiques, en s'attaquant, lui, à Theodor Herzl. L'année même du décès de Theodor Herzl, je dirais dans les semaines qui ont suivi, Buber a publié des articles très virulents en disant Herzl, c'était pas un juif, c'était quelqu'un qui n'avait reçu aucune éducation juive, qui n'avait aucun souvenir d'enfance juif, c'était quelqu'un de totalement assimilé. Et donc il a créé un petit peu cette image de Herzl assimilé qui ensuite, je dirais, lui a collé à la peau pendant des décennies jusqu'à ce que ces dernières années on commence à comprendre que Herzl était peut-être finalement un juif authentique grâce notamment au livre du docteur George Weiss qui a aussi été traduit en hébreu d'ailleurs, qui a eu un certain retentissement en Israël. Eh bien, donc c'est Buber, quelque part, qui a créé cette image totalement trompeuse d'un Herzl assimilé. Et pour lui, assimilé, ça voulait dire, évidemment, c'était évidemment un reproche. Herzl, c'était pas un vrai juif, c'était quelqu'un qui avait utilisé des idées étrangères pour son projet politique, projet auquel Buber avait donc lui-même adhéré dans sa jeunesse et dont il s'était ensuite écarté. Et finalement, le sionisme politique de Herzl, c'était, je dirais, aux yeux de Buber, c'était une espèce d'hérésie, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le judaïsme. Et c'était ce que plus tard les intellectuels juifs de l'université hébraïque appelleront un faux messianisme. Parce que ça, c'était le grand thème je dirais, de l'opposition des intellectuels juifs à Ben Gurion dans les années 50. C'était de dire que Ben Gurion, c'était l'incarnation du faux messianisme. Et je vais vous aussi citer d'ailleurs encore une citation à ce sujet. Donc, dans les années 50, je dirais c'est le moment où les idées ultra-minoritaires, parce que je n'ai peut-être pas assez insisté sur ce point, mais tous ces intellectuels juifs qui sont parmi les fondateurs de l'université hébraïque, il faut bien comprendre que leur conception politique était totalement en marge du débat intellectuel et politique au sein du Yishuv dans les années 30 et jusqu'à la création de l'État d'Israël. Il faut bien vous représenter, j'ai cité tout à l'heure un article de Buber au lendemain de la proclamation de l'État. Eh bien, en 47, en 48, il y avait un consensus en Israël qui allait de l'extrême droite de l'époque, ce qu'on appelle extrême droite, un concept qui n'est peut-être pas forcément adapté, c'est-à-dire le Hérault tout simplement, le Hérault de Menachem Begin, jusqu'à l'extrême gauche, c'est-à-dire le Parti communiste israélien. Et tous étaient, je dirais, alignés sur le soutien, évidemment, à la proclamation d'indépendance, dont les signataires représentent tous les l'échiquier politique israélien de l'époque. Et les seuls qui étaient en dehors de ce consensus, c'était ces intellectuels juifs du Brit Shalom, donc ces pacifistes juifs, pour la plupart d'origine allemande, qui sont parmi les fondateurs de l'université hébraïque, pour vous dire à quel point ils étaient minoritaires, puisque même les membres du Parti communiste israélien, qui avaient beaucoup plus de sympathie pour l'Union soviétique que pour le peuple juif réuni en Israël, eh bien eux-mêmes avaient soutenu la déclaration d'indépendance. Et il y avait seulement cette poignée d'intellectuels qui, eux, quelque part, au nom de leur conception donc éthique, d'une certaine éthique, inspirée d'ailleurs de philosophes allemands pour la plupart, de Hermann Cohen et de toute la lignée des philosophes de l'idéalisme philosophique allemand. Donc cette poignée d'intellectuels s'est accrochée à son opposition au sionisme réalisateur, toujours en invoquant l'éthique et ce que Hans Kohn avait appelé la pierre d'achoppement du sionisme, à savoir l'attitude envers les Arabes. Et donc, pour récapituler, si vous voulez, ce que j'ai dit donc jusqu'à maintenant, face à l'opposition arabe, face à l'hostilité arabe, face à la guerre que les Arabes ont imposée au Yishuv et ensuite à l'État d'Israël, eh bien leur attitude a été de dire, dans ce cas-là, eh bien nous, on préfère
aucun État juif. On préfère renoncer à la souveraineté politique juive en Israël si celle-ci doit avoir pour prix le fait de nous salir les mains, et ce sont leurs propres termes, avec une armée. Et il y a d'ailleurs une phrase fameuse aussi d'Albert Einstein, qui lui-même était un sympathisant, qui avait organisé des conférences au profit d'organisations sionistes, et qui lui-même a dit qu'il ne voulait pas que le peuple juif ait un État avec une armée, avec un drapeau et des canons. Parce que pour lui aussi, comme pour tous ces intellectuels, il y a ce leitmotiv qui revient, c'est-à-dire que le peuple juif, comme dit Hans Kohn, le judaïsme n'est pas le sionisme. Il le dit après son revirement, après qu'il ait quitté le mouvement sioniste, après donc au début des années 30. Le judaïsme, c'est beaucoup plus que le sionisme. Le sionisme, c'est tout simplement ces pionniers qui vont se salir les mains au sens propre et au sens figuré, en travaillant la terre et aussi en constituant une armée. Et pour eux, c'était quelque chose de tout à fait, je dirais, regrettable et de tout à fait négatif. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont tenus à leur opposition. Alors certains d'entre eux, pour être honnête, ont quand même un peu évolué dans leur position. Et notamment Gershom Scholem, qui était un ami de Buber et qui faisait partie aussi des fondateurs du Brit Shalom, lui-même, qui était sioniste et qui l'est resté, donc a fait partie du Brit Shalom, a fait partie des membres fondateurs de l'université hébraïque, mais malgré tout a un peu évolué. Et bien plus tard, peut-être 50 ans plus tard, il a confié à un journaliste israélien qu'il avait quelques doutes quand même sur les positions du Brit Shalom à l'époque. Il a dit peut-être que Brit Shalom avait tort. Voilà, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout, je dirais, de son mea culpa, mais quand même il s'est posé des questions. Alors que la plupart d'entre eux ne s'en sont pas posés. Et je voudrais évoquer une autre intellectuelle juive très connue, qui appartient aussi à cette mouvance, qui aussi est très connue, qui est peut-être la plus connue d'entre eux aujourd'hui en Europe et en Occident, parce qu'elle jouit d'une renommée internationale. C'est peut-être celle qui a eu à laquelle la postérité a donné la plus grande, je dirais, la plus grande reconnaissance, c'est Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, elle aussi, avec un parcours évidemment différent, avait aussi été sioniste dans sa jeunesse et avait été sioniste pendant la période cruciale de la guerre. Elle se trouvait à Paris, elle a travaillé pour l'Alia des jeunes, pour le mouvement d'Alia des jeunes, donc elle a fait des choses tout à fait appréciables, et elle a même quelque chose qui est moins connu d'ailleurs, puisque évidemment on publie des dizaines de livres sur elle aujourd'hui dans le monde entier, mais il y a un aspect qui est peut-être moins connu, c'est son engagement sioniste, et notamment son engagement en faveur d'une armée juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle s'est exprimée de manière très claire en disant que, avec une grande lucidité politique, qu'elle n'a pas eu sur tous les sujets, en disant pour que le peuple juif puisse participer à la vie politique internationale, il faut qu'il cesse d'être simplement un objet de l'histoire, il faut qu'il devienne un sujet libre et actif, et pour cela, il faut qu'il participe à la guerre contre les nazis, contre les Allemands, contre l'Axe, et pour ça, il faut qu'il se batte sous son propre drapeau. Donc une idée qui était, je dirais, totalement révolutionnaire à son époque, même si elle avait été déjà défendue par d'autres dirigeants et intellectuels sionistes qui n'étaient pas du tout de son bord, et c'est d'ailleurs ce qui a fait problème, qui était notamment Jabotinsky, qui était le fondateur de la Légion juive pendant la Première Guerre mondiale. Et Hannah Arendt a publié plusieurs articles depuis les États-Unis où elle s'était réfugiée, dans les années de la guerre. Elle s'est battue vraiment pour ce concept d'une armée juive, jusqu'au moment où finalement elle a renoncé, ou elle s'en est détournée, parce qu'elle a compris que les promoteurs de l'armée juive, c'était tous des gens de l'autre camp. Et l'autre camp, c'était vraiment le mauvais camp. C'est-à-dire c'était des gens d'un groupe qui s'appelait le groupe Bergson aux États-Unis, de Peter Bergson et aussi de Hillel Kook, qui était le neveu du grand rabbin Kook, qui se sont battus aux États-Unis pour alerter l'opinion américaine sur la Shoah et qui se sont battus parallèlement pour la création d'une armée juive. Et quand Hannah Arendt a compris que ces idées d'armée juive, c'était une idée qui était défendue par ceux qu'elle appelait les fascistes juifs, eh bien, pour elle, c'est devenu quelque chose, c'était plus cachère. C'était devenu taref, il fallait qu'elle abandonne son combat. Et finalement, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à évoluer. Après, finalement, je dirais, elle a quitté le militantisme sioniste. Elle est devenue l'intellectuelle qu'on connaît. Et évidemment, elle est devenue, elle s'est illustrée dans la polémique au moment du procès Eichmann, avec son fameux compte-rendu du procès Eichmann. Et je voudrais citer quelques mots, si je retrouve la citation. Alors, je voudrais citer quelques mots de son compte-rendu, son fameux compte-rendu du procès Eichmann,
plutôt d'une lettre qu'elle a envoyée à un de ses maîtres. Vous savez qu'elle avait plusieurs maîtres intellectuels, qui étaient évidemment Heidegger, et le second était Karl Jaspers, qui était aussi un grand philosophe allemand, avec lequel elle est restée liée toute sa vie. Et elle lui écrivait dans une lettre en avril 61, alors qu'elle se trouvait donc à Jérusalem pour couvrir le procès Eichmann. Elle lui racontait le procès en lui disant « Le juge principal, Landau, remarquable. Les 3 juges sont des juifs allemands. Le procureur, en revanche, le type même du juif de Galicie, très antipathique, fait constamment des fautes, sans doute un de ces individus qui ne savent aucune langue. » Bon, jusque-là, je dirais c'est plutôt cocasse et sympathique, mais après, ça devient beaucoup moins sympathique. Et je vous lis toujours sa lettre. « Ma première impression, donc elle parle du procès, en haut, les juges, l'élite du judaïsme allemand. En dessous, les procureurs, des Galiciens, mais toujours des Européens. Le tout organisé par une police qui n'est pas rassurante, ne parle que l'hébreu et a le type arabe. Et aux portes, elle parle des portes du tribunal, aux portes, la populace orientale, comme si on était à Istanbul ou dans un autre pays semi-asiatique. » Alors, vous comprenez pourquoi Gershom Scholem, qui a été évidemment, qui s'est séparé un peu d'Hannah Arendt à l'occasion du procès Eichmann, a pu dire d'elle qu'elle n'avait pas de Ahavat Israël, elle n'avait pas l'amour d'Israël. Et je crois que pour mettre les points sur les i, elle avait tout simplement un mépris pour tous les juifs qui n'étaient pas allemands ou qui n'étaient pas européens. Européens encore, ça passait. Mais des juifs non européens, à ses yeux, c'était comme la populace semi-asiatique. Et ce langage n'était pas exceptionnel à son époque. On pourrait le retrouver le même langage dans de multiples articles qui étaient publiés dans Haaretz à l'époque. Et il y en a un qui a été cité encore récemment, qui est cité régulièrement en Israël pour montrer comme le débat public a évolué, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, sur ce point-là, on est un petit peu plus policé. C'est-à-dire que dans Haaretz, vous ne trouverez pas aujourd'hui des lignes aussi féroces contre le judaïsme oriental ou séfarade, mais vous trouverez la même chose contre les colons ou contre les juifs orthodoxes. Donc, quelque part, l'ennemi a changé, ou le mépris a changé de cible, mais il est toujours là. Mais évidemment, peut-être que c'est un petit peu injuste envers Hannah Arendt de la juger avec nos critères d'aujourd'hui, parce qu'avec le politiquement correct aujourd'hui, on ne peut pas parler comme ça des juifs orientaux. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même significatif de son attitude. Et c'est peut-être d'ailleurs, en tout cas, à mon avis, c'est une des clés, je dirais, de son ambivalence vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est que finalement, elle aussi, elle avait été sioniste. Elle aussi, elle avait eu de la sympathie pour l'idéal sioniste du peuple juif qui prend son destin en main. Mais, quelque part, elle préférait quand même rester fidèle à son petit cercle de juifs allemands intellectuels que se mêler à la populace orientale. Et quelque part, je dirais, même chez des philosophes qui sont des intellectuels qui évoluent dans des concepts, dans un monde de concepts, eh bien, les sentiments personnels, des fois, c'est encore plus fort que les idées. Alors, je voudrais, maintenant, après avoir dressé ce tableau un peu de ce monde intellectuel et de cette opposition des intellectuels juifs au sionisme, de certains intellectuels juifs au sionisme, donc de ce cercle, mais qui a eu une influence, pour illustrer cette influence, si vous voulez, je voudrais montrer comment, en quelques mots, comment leurs idées, donc ultra-minoritaires à cette époque, ont finalement conquis une place toujours plus grande jusqu'à notre époque. Au point qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ce discours, qui à leur époque était très marginal, est devenu presque un discours dominant dans de larges parties de l'intelligentsia israélienne, que ce soit dans le monde de l'université, donc j'ai parlé de l'université hébraïque dans laquelle ils ont joué évidemment un rôle prédominant, mais aussi dans le monde des arts, dans le monde des médias, où Haaretz n'a pas le monopole aujourd'hui d'un certain discours antisioniste, il a loin d'avoir ce monopole, et quelque part, je dirais, leur influence a été démesurée. Et d'ailleurs, il y a une lettre très intéressante de Gershom Scholem qui reconnaît qu'ils sont une poignée et qu'en tant que poignée d'individus intellectuels, ils ont une influence totalement démesurée. Ils en étaient conscients, pour certains d'entre eux, dès leur époque, dès les années 40 et 50. Et donc, je dirais quelques mots dans les années 50, de l'affaire Pinchas Lavon, qui est un petit peu oubliée aujourd'hui, mais qui était quelque part... on pourrait dire que c'est le mai 68 israélien. L'affaire Lavon, c'est la révolte des intellectuels de l'université hébraïque contre Ben Gurion,
et la révolte des étudiants, et avec à la fois, je dirais, une implication politique de ces intellectuels qui, pour la plupart, étaient quand même en retrait de la vie politique, donc qui se mettent à soutenir Pinchas Lavon contre David Ben Gurion. Pinchas Lavon, pour mémoire, c'était donc un dirigeant travailliste qui avait été impliqué dans une affaire politique qui a eu des conséquences considérables, et qui était, lui, plutôt, je dirais, du côté des intellectuels, des professeurs de l'université, que du côté de Ben Gurion, parce que notamment, et lui aussi s'était opposé à Ben Gurion sur un sujet très sensible à l'époque, qui était l'immigration. Il disait qu'il ne fallait pas que Israël devienne un pays levantin. À ses yeux, c'était quelque chose vraiment... levantin, c'était un adjectif vraiment épouvantable. Ça voulait dire tout ce qui était négatif, un peu comme Hannah Arendt. Donc, il fallait qu'Israël reste le bastion du judaïsme du parti travailliste venu d'Europe, et surtout pas qu'on fasse venir des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de juifs d'Égypte, de Syrie. C'est les pays qu'il citait à l'époque. Donc, c'était avant la grande alia d'Afrique du Nord, c'était l'alia donc d'Orient. Et pour lui, il ne fallait pas qu'Israël accueille les juifs syriens et égyptiens, parce que sinon, on allait devenir une espèce de version juive du Liban ou de la Syrie. C'était ça son propos, à Pinchas Lavon. On ne sort pas un petit peu du sujet, là, non. Vous centrez le débat. Oui, alors, non, je parle de l'affaire Lavon parce que c'est le moment où les intellectuels juifs prennent un certain pouvoir politique, et notamment parce qu'ils s'attaquent à Ben Gurion, qu'ils décrivent comme j'ai dit tout à l'heure, le faux messie, l'adepte du faux messianisme. Et il y a notamment des propos d'Amos Oz de cette époque. Donc à l'époque, il était très jeune, c'était un jeune kibbutznik qui venait de quitter le kibbutz, qui commençait sa carrière littéraire, et qui dit, à mes yeux, Ben Gurion, c'était la noirceur de Satan, et c'était Sabbatai Tzvi. J'avais devant mes yeux Sabbatai Tzvi, j'avais devant mes yeux tous les juifs se suicidant pour la sanctification du nom. Donc une description tout à fait fantasmagorique et très noire de David Ben Gurion, qui était là aussi très, je dirais, partagé par la plupart de ces intellectuels qui se sont tous opposés à Ben Gurion au nom de leur conception éthique et au nom aussi de leur refus du messianisme politique. Alors, je ne veux pas donc ne pas m'écarter du sujet, je ne vais pas parler de ce débat sur le messianisme politique, mais dire que, quelque part, l'attitude des intellectuels juifs de cette époque à l'égard de Ben Gurion ressemble à celle d'un certain establishment intellectuel aujourd'hui à l'égard de Netanyahou. Donc, quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est encore, je dirais, c'est un petit peu les mêmes travers qu'on voit aujourd'hui, et c'est la même opposition des intellectuels face au pouvoir politique, toujours avec des arguments qui se ressemblent, et toujours avec des arguments qui ont, je dirais, qui en apparence reposent sur des arguments éthiques, mais finalement qui en viennent à contester les fondements du sionisme politique. Alors, quelles sont les conséquences de ce discours éthique pour Israël aujourd'hui ? J'ai parlé de l'attitude de ces intellectuels au moment de la proclamation de l'indépendance, au moment de l'affaire Lavon dans les années 50 et du procès Eichmann. Je voudrais juste dire quelques mots sur 1967, la guerre des 6 jours, et là aussi un décalage totalement, je dirais, stupéfiant entre comment les événements ont été lus par le peuple israélien dans sa majorité, donc qui a vu la victoire miraculeuse d'Israël en 67, après les semaines d'angoisse de l'avant-guerre, l'impression d'étranglement, et tout d'un coup la victoire miraculeuse, et face à eux, une petite poignée, là aussi d'intellectuels, et notamment de jeunes du kibbutz, qui eux ont exprimé une lecture tout à fait différente des événements, ce qu'ils ont appelé plus tard la victoire empoisonnée ou le début de l'occupation, mais à l'époque, qui s'est traduit dans un livre fameux qui s'appelait Siach Lochamim, qui s'appelait La Voix des combattants, qui était un recueil donc d'interviews de jeunes combattants de la guerre de 67 issus du kibbutz, et qui tous critiquaient finalement la victoire israélienne en disant qu'on avait payé un prix trop élevé. Et ce prix, à leurs yeux, ce n'était pas tant le nombre de victimes qu'on avait connues que le prix sur le plan de la morale et de l'éthique. Et donc là,
je dirais, on est toujours dans cette ligne, c'est-à-dire que, quelque part, il y a le fameux slogan, la fameuse phrase « Yorim vebochim » qui date, je crois, de cette époque aussi. Et il y a de multiples, je dirais, expressions de ce sentiment. C'est-à-dire que, quelque part, est resté ancré dans cette partie de la population israélienne l'idée que, même si on est obligé de faire la guerre, c'est toujours une catastrophe, c'est toujours, quelque part, un abaissement, un rabaissement et une atteinte à nos valeurs, à ce qu'ils conçoivent comme les valeurs juives, ou en tout cas comme une certaine éthique juive. Eh bien, ce discours minoritaire, même après la guerre des 6 jours, il est devenu, comme je l'ai dit, quelque part, il est devenu un discours dominant en Israël aujourd'hui. Et dès 67, eh bien, ce fameux livre, Siar Lochamim, par exemple, a été distribué par le ministère des Affaires étrangères dans toutes les délégations diplomatiques à l'étranger, pour montrer, soi-disant, le visage humain de l'armée israélienne, ce qui évidemment est une intention tout à fait louable. Et c'est vrai que l'armée israélienne a un visage plus humain que beaucoup d'armées dans le monde. Mais, quelque part, je pense que c'était une erreur, c'était le début, quelque part, d'une erreur qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en voulant montrer à tout prix le visage moral de l'armée d'Israël, on a finalement donné des arguments à nos ennemis. Parce que si vous lisez Siar Lochamim, qui a été traduit en français à l'époque aussi, c'est un livre à la fois poignant, à la fois très intéressant et touchant, mais c'est aussi un livre plein de critiques acerbes contre Israël. C'est un livre qui donne, je dirais, comme la lettre de Sigmund Freud que j'ai lue en introduction, qui donne des arguments, ou qui est comme un condensé des arguments de nos ennemis. Alors évidemment, dans le débat interne israélien, c'est tout à fait légitime, mais dès lors qu'on le distribue dans les représentations diplomatiques, quelque part, eh bien, on donne des verges à nos ennemis pour se faire fouetter. Et c'est peut-être un peu ça, je dirais, un des reproches qu'on peut faire à tous ces intellectuels juifs pacifistes. Alors, sans déborder de mon sujet, je dirais juste un mot. Quelque part, la victoire la plus éclatante de ces idées pacifistes ou de ce discours intellectuel juif, c'est lorsque, et c'est un des sujets que j'aborde dans mon livre, sur lequel je voudrais juste dire quelques mots, c'est lorsque la Cour suprême devient, dans les années 90, un acteur de premier plan dans la vie politique israélienne. Et lorsque le juge Aaron Barak, avec la révolution constitutionnelle, réussit quelque part à briser le fragile équilibre des pouvoirs israéliens en faisant de la Cour suprême quelque part le premier pouvoir en Israël, eh bien à ce moment-là, c'est aussi la victoire de ces intellectuels. Parce que le juge Aaron Barak, ce n'était pas seulement un juriste qui avait une conception, une conception tout à fait, je dirais, totalitaire du droit, puisqu'il disait tout est droit. Tout est justiciable, n'importe quel sujet peut être porté devant la Cour suprême. Et donc, dans sa conception qui a été mise en pratique par la Cour suprême dans les années 90 et dans les années 2000, aujourd'hui on commence un tout petit peu à en revenir, eh bien, n'importe quel sujet politique, militaire, pouvait être tranché par des juges. Donc, c'est lui le premier qui a théorisé ce qu'on a vu depuis et ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement peut prendre une décision, la Knesset peut voter une loi, mais en fin de compte, c'est la Cour suprême qui va dire est-ce que cette loi est valable, est-ce que cette décision du gouvernement est valable. Et la Cour suprême va dire ça, évidemment, au nom du droit, mais en fait, elle le dira aussi au nom de ses conceptions personnelles, et ça, le juge Barak le reconnaît avec une franchise étonnante. Il dit nous exprimons le droit de l'État d'Israël au nom des élites éclairées. Il s'exprime ouvertement au nom des élites éclairées, et ces élites éclairées, ce sont évidemment les mêmes que, je dirais, les intellectuels juifs allemands pour lesquels Hannah Arendt avait exprimé son admiration. C'est-à-dire que, quelque part, aux yeux du juge Barak, comme aux yeux d'Hannah Arendt ou de tous les intellectuels que j'ai cités, la plus grande catastrophe pour l'État d'Israël, ce serait qu'il puisse être gouverné par des gens qui ne seraient pas issus du même monde qu'eux, qui ne seraient pas des juifs ashkénazes allemands qui ont tous un doctorat en philosophie. Vous voyez, et donc quelque part aux yeux du juge Barak, il vaut mieux pour l'État d'Israël que ce soit la Cour suprême qui tranche les grandes questions les plus cruciales, plutôt que ce soit le gouvernement élu par une majorité
avec tout le mépris qu'ils ont pour la majorité qui a porté la droite au pouvoir depuis la Menachem Begin jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Et sans rentrer dans le débat politique, je crois que c'est même pas un clivage entre la droite et la gauche. C'est un clivage entre ces élites éclairées et le reste de la population. Vous voyez, et on le voit bien dans les propos que j'ai cités de Arendt ou du juge Barak ou de tant d'autres. C'est que quelque part, ils ont cette arrogance. Ils se considèrent comme l'élite du judaïsme et ils le disent ouvertement. Et quelque part, ils pensent que le destin du peuple juif ne peut pas être confié à personne d'autre. Et donc, quelque part, finalement, ils rejettent la démocratie, puisque la volonté populaire, à leurs yeux, ça serait une catastrophe. On ne peut pas laisser le destin du peuple juif à la majorité. Il faut que ce soit les élites éclairées, il faut que ce soit des gens comme nous qui décident. Alors, pour conclure, cette éthique qu'ils ont formulée il y a aujourd'hui presque 100 ans, cette éthique abstraite, inspirée de la philosophie juive, la philosophie allemande, qui est passée ensuite chez les Juifs par le biais de Hermann Cohen, on pourrait s'amuser à retracer l'affiliation, mais ce n'est pas mon propos. Donc cette éthique bien particulière qu'ils ont réussi finalement, au nom de laquelle, à l'époque, ces intellectuels ont rejeté l'idée d'une souveraineté nationale juive, l'idée d'une armée juive, eh bien aujourd'hui, au nom de la même éthique, ils voudraient, par exemple, ces intellectuels ou ceux qui les représentent, qui ont les mêmes idées au sein du monde judiciaire ou au sein du monde des médias israéliens, voudraient finalement empêcher la démocratie de fonctionner, c'est-à-dire le peuple de décider. Je prendrai un seul exemple, c'est celui des immigrants clandestins à Tel Aviv. C'est pour ça qu'il y a des manifestations tous les Motzei Shabbat à Jérusalem devant le domicile de la présidente de la Cour suprême, parce que le gouvernement a décidé de mettre fin à l'immigration clandestine et la Cour suprême a dit niet, c'est pas possible, on va continuer à les accueillir parce que toutes sortes d'arguments juridiques, éthiques, et donc finalement la Cour suprême a annulé la décision du gouvernement. Eh bien, je voudrais juste esquisser en conclusion une autre façon de voir l'éthique juive qui ne serait pas, elle, un frein à la réalisation du sionisme, qui ne serait pas un obstacle, qui au contraire permettrait au sionisme et à l'État d'Israël de réaliser leur vocation. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de l'éthique. Comme avait dit un homme politique français, vous n'avez pas le monopole du cœur, ils n'ont pas le monopole de l'éthique. Peut-être que cette éthique, au nom de laquelle ils s'expriment, et je parle donc de ces intellectuels, je ne parle pas d'un camp politique précis, je parle de ces intellectuels, eh bien, c'est une éthique qui n'est pas forcément, finalement, conforme à nos valeurs, aux valeurs de notre tradition. Et je donnerai juste 2 ou 3 exemples, parce que quelque part, comme on dit quelque part dans la Guémara, celui qui a pitié pour l'injuste, pour le rachat, pour le méchant, il en vient à être cruel avec les justes. Et en fait, cette idée veut dire que si on a toujours pour préoccupation d'être humain avec nos ennemis, ou d'être humain avec des gens qui n'ont rien à voir avec les plus lointains, eh bien on en vient à faire du mal à nos prochains. Et c'est peut-être une des clés à mon sens, le problème fondamental de la société israélienne aujourd'hui, qui n'est pas le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, qui est au cœur de notre société, je dirais, le fait que l'État ne soit pas conforme à la vocation prophétique, à l'idéal de justice que partageaient tous les pères fondateurs de l'État d'Israël. Et là, je dirais, là aussi, que vous preniez David Ben Gurion, Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky ou le Rav Kook, eh bien, tous avaient l'idée que l'État juif serait un modèle de justice sociale. Eh bien, cet idéal n'a pas été réalisé jusqu'à aujourd'hui, et nous voyons trop souvent que l'État d'Israël est dur envers les plus faibles, est dur envers les rescapés de la Shoah, envers les handicapés qui sont obligés de manifester avec leurs chaises roulantes devant l'aéroport, de bloquer les routes, envers la population les plus démunie de l'État d'Israël, eh bien eux sont en proie, je dirais, à la rudesse et à la rigueur de l'État, ce monstre froid. Eh bien ça, je dirais, c'est à mon sens, c'est ça le seul échec du sionisme pour l'instant, parce que je suis sûr qu'il sera réparé dans l'avenir. Et je pense que c'est là
que se joue l'enjeu du débat intellectuel et du débat politique. Le véritable enjeu, c'est que finalement, en étant obnubilés par la question arabe, eh bien, tous ces intellectuels pacifistes ont oublié, ont occulté la véritable question de l'éthique juive, qui est celle de créer une société juste. Et quelque part, c'est peut-être à cause d'eux qu'il n'y a pas aujourd'hui en Israël un grand parti politique social. Tout le domaine du social, et j'en termine avec cela, est uniquement confié soit à des partis sectoriels, c'est-à-dire que vous avez un parti qui s'occupe de son électorat, ou soit à des associations privées qui font un travail remarquable, mais ce n'est pas la vocation de l'État juif de confier, je dirais, de permettre, de laisser à des associations le soin de donner des moyens de subsister à des personnes âgées, à des pauvres, à des rescapés de la Shoah. C'est la tâche primordiale de l'État, et là, je dirais, c'est la vocation, c'est ce qui a été exprimé par tous les pères fondateurs de l'État d'Israël. Et donc, quelque part, la trahison des clercs d'Israël, c'est finalement d'avoir occulté cette question qui est, à mon avis, la question fondamentale pour Israël aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, c'est un sujet, j'avais dit rocailleux, ce maître précipice, c'est vrai, ça touche à beaucoup de choses et votre intervention nous a permis de mieux comprendre les choses. J'avais regardé bien sûr votre livre, mais à vous écouter verbalement, on apprend encore. C'est un sujet complexe et délicat et qui peut heurter. Mais encore une fois, je l'ai souligné au début de cette réunion, vous avez eu le courage de l'affronter. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Quel que soit l'impact négatif sur certains, positif sur d'autres. Mais au moins, vous avez raison de défricher ce débat. Ce que je pourrais dire, après vous avoir lu et écouté, c'est vrai que l'intellectuel juif allemand ont tracé un tableau idéal de la mission du peuple juif, bien à eux, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le judaïsme, on le sait. On ne va pas sortir les arguments maintenant, c'est évident. Mais bon, ils avaient Martin Buber avec son étude du chassidisme, qui était mon livre de chevet très longtemps, etc. Hannah Arendt moins. Mais bon, ils ont avancé dans une voie. Et l'originalité de votre discours, c'est que justement, vous essayez de tracer une ligne idéologique avec les prémices de leur réflexion et d'arriver aujourd'hui aux conflits beaucoup plus importants que nous vivons, au pluriel, les conflits. Et c'est ça l'originalité pour moi de votre discours, à savoir que donc c'est quelque chose qui est souterrain et sous-jacent, mais toujours présent dans le paysage intellectuel juif. Et donc voilà déjà un premier rapport que je vois chez vous. Le second, que vous n'avez pas vraiment développé parce que vous êtes un petit peu égaré sur les histoires levantines, qui est un autre débat dont peut-être on pourra faire une conférence un jour, mais tout de même, parce que vous avez tellement de choses à dire, c'est tellement riche que, évidemment, dans le temps qui vous est imparti, vous n'avez pas le temps de développer. Mais ce que je dirais, moi, pour un peu, c'est qu'il y a finalement, dans ce monde chrétien, où ont baigné les Juifs européens, il y a, je crois l'avoir d'ailleurs lu quelque part chez vous, il me semble que vous avez abordé sur une ligne ou deux cette histoire. Il y a cette charité chrétienne universelle, et il y a cette concrétude de l'avancée juive. Le juif, c'est quelqu'un qui avance, qui veut réussir dans sa chapelle, dans sa synagogue. Il veut réussir dans sa communauté. Il veut construire. Il veut avancer au niveau de la cité et un jour peut-être créer l'État juif. L'universalité de la conscience européenne, elle est louable, mais on s'aperçoit dans les démocraties européennes aujourd'hui qu'elle n'arrive pas à affronter les grands défis des populations immigrées. Il n'y a pas de réponse. Les gens sont démunis.
Ils ne savent pas. Les politiques, on pourrait parler de la trahison des clercs aussi là-bas. C'est d'ailleurs ce que le nouveau président Macron a dit, j'étais à Paris la semaine dernière, a dit, en disant ce sont des gens qui n'ont pas su affronter depuis 30 ans les grands problèmes des grands débats. Alors, en conclusion, pour ma part, et je laisse la parole au public, je dirais simplement qu'il y a un très grand hiatus entre la volonté du peuple juif d'être fidèle à ses textes, d'être universel, d'être moral, d'être éthique. Nous sommes le peuple qui avons donné l'éthique au monde, qui avons enseigné l'éthique au monde. Et nous avons maintenant aussi les réalités du terrain. Et nous avons aussi maintenant des conflits très terre à terre, comme les Juifs quand ils sont arrivés du désert et qui sont entrés en Israël et il fallait détruire et ça posait des gens. Donc ce hiatus est grand. Chacun s'orientera selon ses convictions, mais il est certain qu'il faut le définir et l'analyser de plus près. Je laisse la parole à la salle ou à Pierre Dreyfus. J'allais simplement vous dire gentiment, paraphrasant un peu Hannah Arendt, que j'avais la chance de ne pas être levantin, dans la mesure où 3 de mes grands-parents, de mes aïeux, étaient d'origine alsacienne, donc pas loin de l'Allemagne, et j'avais une grand-mère qui était originaire de Cracovie. Mais je ne vous ai rien dit à ce sujet. Et je voulais simplement, avant de donner la parole à la salle, je voulais simplement faire une petite remarque. Vous avez dit que le juge Aaron Barak avait dit que n'importe quel sujet était redevable de la Cour suprême. Et j'ajoute, à mon avis, et donnez votre avis à ce sujet, est-ce que vous ne pensez pas que la norme juridique doit primer la norme politique? Voilà la question. J'avais la difficile mission de poser la première question. Merci. Alors oui, effectivement, évidemment, c'est toujours l'argument de ceux qui défendent la Cour suprême, c'est de dire la primauté de l'état de droit. Mais l'état de droit, ça ne veut pas dire que tout est justiciable, parce que nous savons bien que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle le domaine réservé. Il y a des questions militaires, des questions politiques qui ne vont pas être soumises à la Cour suprême. Et c'est seulement en Israël, et si vous lisez les articles, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde dans lequel la Cour suprême s'est immiscée dans la vie politique autant qu'elle l'a fait en Israël dans ces 20 dernières années. Et c'est d'ailleurs pour ça que même en Israël, on est en train d'en revenir un petit peu, et d'ailleurs certains observateurs pensent que la future présidente de la Cour suprême va revenir à une ligne qui sera beaucoup plus traditionnelle de la conception du rôle d'une Cour suprême, c'est-à-dire finalement rejeter l'activisme judiciaire qui a été tellement controversé ces 20 dernières années. C'est-à-dire que le fait que l'état de droit prime, ça ne veut pas dire que la Cour suprême peut juger de tous les sujets. Et d'ailleurs, dans certains cas, aujourd'hui, j'ai lu dans le journal qu'un rabbin ou un espèce de, je sais pas, quelqu'un qui se présentait pour le Messie voulait aller devant la Cour suprême pour qu'elle le reconnaisse comme le Messie. Et la Cour suprême a dit non, on ne va pas juger de ça. Donc là-dessus, elle s'est élégamment, je dirais, elle a rejeté le dossier parce qu'elle n'avait pas envie de savoir si ce type était le Messie ou pas. Mais lorsqu'il s'agit d'invalider une loi votée par la Knesset ou une décision du gouvernement, là, elle ne se gêne pas pour dire son point de vue, pour donner son point de vue. Et c'est son rôle. Non. Elle défait les lois à défaut de constitution, c'est son rôle. Alors, on va passer la parole à la salle. Werner. Dans le pays où donc la France et d'autres pays également, le droit est basé sur une constitution. C'est l'absence de constitution, semble-t-il, en Israël, qui fait que le droit n'existe pas. On ne sait plus sur quoi juger. On juge sur des faits antérieurs, plus ou moins. Vous n'avez pas abordé le sujet, et je crois qu'il est fondamental. Alors, on regroupe plusieurs questions peut-être. Claude Francfort. Oui, je voudrais revenir sur
un point que vous avez évoqué au début de votre conférence, qui était le sionisme est considéré par certains comme un blasphème de Dieu, à l'égard de Dieu. Et effectivement, il y a certains groupes de juifs qui se présentent comme ultra-religieux et ultra-pratiquants, qui considèrent que le sionisme ne doit pas exister parce que c'est Dieu qui doit venir nous prendre par la main et nous ramener lui-même, en tout cas sur les ailes de l'aigle, de nous ramener dans notre pays. Alors, peut-être pourriez-vous développer un petit peu ça. Et je voudrais juste donner une opinion personnelle là-dessus. Quand nous lisons et relisons la Torah, il y a un grand nombre d'événements d'ordre militaire qui sont effectués par notre peuple et avec le soutien parfait de Dieu. Nous avons dit Naaseh Benishma, nous ferons, et ensuite nous écouterons ce que Dieu nous dit. Donc, personnellement, je suis opposé à cette vision ultra-pratiquante contre le sionisme. Robert. Dans l'introduction très rapide, c'était un petit mot que j'ai entendu de Wiesel lorsque j'avais invité faire une conférence à Strasbourg. Il disait Freud et Theodor Herzl ont été au même moment à Vienne. Et pourtant, disait-il, ils ne se sont jamais rencontrés. Parce que c'est dommage. L'un aurait pu dire à l'autre, professeur, j'ai fait un rêve. Ceci dit, ma question est, ne pensez-vous pas que ce que vous développez en concernant le judaïsme n'est pas une tendance qui existe dans tous les pays à l'heure actuelle? On a, si vous voulez, très souvent la justice, les intellectuels qui se mettent en travers de la politique, et vous trouvez ça en France, on l'a vu lors des dernières élections, vous le trouvez en Amérique, c'est pareil, vous le trouvez de plus en plus en Allemagne, enfin partout dans... Alors, est-ce que c'est spécifique au judaïsme ou est-ce que c'est pas une tendance mondiale? Merci. Alors, je vais répondre à ces trois questions et j'espère qu'il y en aura d'autres ensuite. Alors, la question de la Constitution, on pourrait faire toute une conférence sur le sujet de la Constitution. Toute la problématique de la Cour suprême et de l'activisme judiciaire, ce qu'on appelle l'activisme judiciaire du juge Aaron Barak, repose sur l'absence de Constitution et quelque part, ce que j'appellerais moi, même si évidemment d'autres ne seront pas d'accord et je respecte tout à fait des opinions divergentes, ce que j'appelais le putsch judiciaire du juge Aaron Barak, c'est finalement d'essayer d'introduire une constitution par la voie des lois fondamentales qui ont été votées dans les années 90, donc la loi sur la dignité et la liberté de l'homme et d'autres lois, une loi sur la liberté professionnelle, dont il a fait ensuite des outils pour critiquer ou pour pouvoir contester. C'est grâce à cela que le pouvoir a été donné aux tribunaux et à tous les tribunaux, même à un tribunal de première instance, d'invalider une loi. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une situation en Israël qui, à ma connaissance, n'a pas de pendant dans aucun autre pays démocratique où une loi peut être invalidée par un tribunal en disant qu'elle est contraire à la loi fondamentale sur la dignité humaine. Et finalement, ce pouvoir exorbitant que la Cour suprême s'est octroyé, dans la conception du juge Aaron Barak, n'importe quel tribunal israélien, tous les juges pourraient invalider des lois de la Knesset. Et ça, ce n'est pas, à mon sens, la primauté de l'état de droit, mais c'est tout simplement la remise en cause à la fois des équilibres fondamentaux entre les pouvoirs, et quelque part, c'est aussi une remise en cause de la base, je dirais, de l'idée essentielle de la démocratie, qui est la volonté populaire. Parce que, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer, en quoi le mépris
pour le peuple, pour la populace, conduisait naturellement finalement à vouloir faire une république des juges. Parce que si les seuls qui sont, et c'est ce que dit le juge Aaron Barak, mais il faut lire ces textes parce qu'il est d'une franchise extraordinaire, il n'a pas honte de le dire, il en est très fier. Si nous sommes les élites éclairées, c'est à nous qu'il appartient de gouverner ce pays. C'est pas à monsieur Hamzalag ou à monsieur, excusez-moi de prendre un exemple, mais la Cour suprême dit toujours, il y a toujours le monsieur Dupont qui a un nom séfarade, et pour le juge Aaron Barak, c'est pas les Dupont qui peuvent gouverner, même s'ils ont la majorité, n'est-ce pas? Il le dit tout à fait explicitement. Alors, pour en venir à une question moins polémique sur le sionisme, est-il un blasphème? Effectivement, j'ai parlé de la trahison des clercs uniquement à propos de ces intellectuels juifs pacifistes d'origine allemande, mais comme me l'avait dit un ami, on pourrait aussi parler des clercs que sont tous les rabbins antisionistes, parce que quelque part, eux aussi, ils ont failli à leur mission. Et si malheureusement, il y a d'ailleurs certains qui ont fait leur mea culpa, qui ont dit si on avait été plus lucide à l'époque de Herzl ou dans les années 30 et qu'on avait emmené nos communautés en Israël, eh bien, il y aurait eu beaucoup moins de morts dans la Shoah. Et ça, c'est quelque part, je dirais, c'est la faute d'un certain judaïsme rabbinique à cette époque de ne pas avoir reconnu la validité du sionisme. En attendant que le sionisme tombe, je dirais, vienne comme un cadeau de Dieu, on n'a pas vu que le cadeau, il était déjà là, alors que le peuple lui-même avait compris que Herzl, c'était presque Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef, je ne sais pas, comme vous voulez, mais le peuple avait reconnu en Herzl un envoyé de Dieu, alors que quelque part les dirigeants ou les intellectuels, eux, refusaient de le reconnaître. Et il y a toujours quelque part, parfois, souvent dans notre peuple, il y a plus de sagesse dans la base que dans ses dirigeants ou que dans ses intellectuels. Alors la dernière question, justement, sur les intellectuels et la politique, effectivement, il n'y a rien d'exceptionnel en Israël. Nous avons la même chose aux États-Unis. Et sans rentrer dans un débat politique, la gauche israélienne, quelque part, ou une partie de la gauche israélienne, cette partie qui a un rôle subversif, eh bien, aujourd'hui d'ailleurs, on constate le même phénomène aux États-Unis, en Europe, avec même des vases communicants, parce que c'est les mêmes thématiques, et vous voyez les mêmes articles pour attaquer tel dirigeant, pour attaquer Netanyahou en Israël, pour attaquer Trump aux États-Unis. Ces mêmes articles qui sont traduits, parce qu'aujourd'hui il y a des pools, il y a des pools de médias, il y a des journaux qui reprennent, Haaretz est repris dans plein de journaux en Europe, et traduit, je sais pas, le New York Times est traduit en français par Le Monde. Donc finalement ce sont les mêmes idées qui circulent, et tous ces intellectuels et tous ces universitaires dans les pays occidentaux, finalement, ont presque le même discours. Donc effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas du tout propre à Israël. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais dire que Pierre Lursa a un certain nombre de livres, La trahison des clercs d'Israël, qu'il se fera un plaisir de vous dédicacer lorsque vous les aurez achetés au prix de 80 shekels. Absolument, merci de le signaler. Voilà. Et il y a un chapitre sur la Cour suprême où je parle de ce sujet qui est effectivement un sujet fondamental. Madame Leroy. Myriam. Personnellement, je trouve que vous associez donc vraiment l'éthique à l'intellectuel. De mon côté, Je ne t'entends pas bien. donc personnellement, je trouve que vous associez l'éthique à l'intellectuel, alors que je trouve que l'éthique, c'est un langage du cœur. Parce que l'intellectuel a un raisonnement qui se refroidit rapidement. C'est quand il y a un sentiment qui joue chez chacun, il y aurait plus de chaleur et on aurait un autre raisonnement pour ne pas baisser, pour ne pas continuer dans la manœuvre qui détruit. Deuxième question, autre question. David. Une constatation quand même. On parlait tout à l'heure de tous ces intellectuels de gauche qui d'un côté vont oublier finalement le peuple par rapport à une certaine réalité, mais d'un autre côté, moi je constate aujourd'hui, et pourtant je suis un homme de droite, que le gouvernement de droite, en tout cas du côté du Likoud, va faire un effort extraordinaire au côté de la défense des relations internationales, etc., mais elle va passer complètement à côté du thème social. Et ça, c'est malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est de certains de droite, comme du côté de Lieberman ou de gauche, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est ce que je constate. Je vois qu'il y a des gens qui se suicident dans la rue parce que la situation économique les étouffe.
Et ça, je ne sais pas si c'est des intellectuels, mais je ne vois pas ce que fait le gouvernement non plus. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je ne vais pas laisser aller le débat sur un plan politique. Je pense qu'on parle d'éthique, essentiellement. Alors, pour répondre à ces deux questions très intéressantes, alors évidemment, j'ai parlé d'éthique dans un sens bien précis, puisque c'était l'éthique, en fait, telle qu'elle avait été définie par ces intellectuels juifs pacifistes dans les années 20 du siècle précédent, et donc une éthique bien définie, qui s'inscrivait dans une tradition philosophique néo-kantienne, donc avec une éthique très abstraite et très loin finalement des préoccupations concrètes. C'est peut-être ça le reproche qu'on peut faire à tous ces intellectuels. Je dirais pas des intellectuels de gauche parce que tous avaient des opinions différentes. Hannah Arendt était plutôt anarchiste, il y en a qui étaient socialistes, Buber avait été socialiste dans sa jeunesse, mais ce qui les caractérise peut-être c'est finalement le fait qu'ils étaient quelque part un peu enfermés dans leur tour d'ivoire, dans leur université, et coupés du peuple. Et c'est peut-être le plus grand reproche qu'on peut leur faire. Et même, sans parler même de mépris, je dirais le fait d'être coupé un petit peu des réalités sociales de leur temps. Alors tout à fait, une éthique du cœur, bien sûr. Effectivement, une éthique juive, ce sera effectivement une éthique du cœur. Chez nous, il n'y a pas de dichotomie entre le cœur et l'esprit, évidemment. Et ça aussi, c'est peut-être le reproche qu'on peut leur faire à ces intellectuels juifs allemands, c'est d'être trop cérébraux et pas assez. Et d'ailleurs, c'est le reproche que Gershom Scholem a fait à Hannah Arendt après le procès Eichmann. Il lui a dit: vous n'avez pas d'Ahavat Israël. Et en cela, et le reproche était fondé, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle l'a peut-être mal pris, parce qu'elle a vu elle a répondu en disant: je n'ai pas d'amour pour une collectivité humaine, je n'aime que l'humanité ou quelque chose comme ça. Donc elle n'aime que des concepts. Et quelqu'un a dit d'ailleurs, la différence entre la droite et la gauche, c'est que la gauche aime l'humanité alors que la droite aime les hommes. Alors je laisse de côté le problème droite-gauche. Et pour répondre à ta question, David, je suis d'accord et je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement la question cruciale aujourd'hui en Israël, ce n'est pas tant le conflit et la guerre que nous ont imposé nos ennemis et dans laquelle nous défendons en général bien, que la guerre interne, que le conflit interne à Israël, qui est un conflit social, un conflit économique. Et trop souvent, on se laisse un petit peu abuser par l'image qu'on veut donner aussi à l'étranger de Israël Startup Nation, et on oublie que la réalité d'Israël, c'est pas seulement les réussites économiques, et c'est aussi la grande pauvreté et les grandes inégalités qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont tout à fait contraires au projet sioniste tel qu'il s'est exprimé avant la création de l'État. Pas d'autres questions? Eh bien, je constate que vous avez été convaincant, vous êtes un bon avocat, parce qu'il y a en définitive peu de questions qui vous sont posées, et ce qui prouve que vous avez convaincu l'assistance à juste titre. Mon cher vice-président, à toi la parole pour conclure. Merci Pierre Lursa, notre intéressant conférencier, Claude Salama et Pierre Dreyfus, qui ne s'est pas présenté, qui est le mentor de notre loge et modérateur de cette tenue, qui tous les trois nous ont permis de passer une bien excellente et captivante soirée. Je me permets de vous transmettre quelques informations concernant notre loge. Notre loge organise les dimanches à 14h30, dans les locaux où nous nous trouvons, un cours de conversation en ivrite. Ce cours ouvert à tous, membres du Mnebrit ou non, est donné dans une ambiance fort sympathique par une professeure très compétente. Les personnes qui y assistent, et dont certaines sont dans la salle ce soir, trouvent ce tulpan très intéressant et nous ont toutes fait part de leur totale satisfaction à y participer. Nous demandons une modique participation aux frais de 50 shekels par mois, cette somme étant intégralement reversée à notre commission sociale. Une conférence donnée par David Harari, prix d'Israël, dirigeant des Israel Aircraft Industry, père de la conception et du développement des drones, sera organisée dans nos locaux le mardi 17 octobre par notre commission culture, avec le partenariat du mouvement culturel francophone de Jérusalem, dont notre ami Claude Salama
et président fondateur. En raison de la proximité de Rosh Hashanah, la commission sociale de notre loge continue l'opération Panier de Léa, qui permet de soutenir et de soulager des familles en grande difficulté. On en a parlé tout à l'heure. Vos dons, quel que soit le montant, seront donc les bienvenus. Vous pouvez prendre contact avec notre trésorier Michel Schneider, qui est présent ce soir, derrière. Au nom de notre loge, je vous remercie par avance pour votre geste généreux de tzedaka. Au nom de notre présidente intérimaire, Jacqueline Robibaud, et du bureau de notre loge, je vous souhaite sincèrement à tous, à toutes, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une Shana Tova de santé, de bonheur, de réussite et de satisfaction, avec la réalisation de tous vos plus chers désirs. Je vous invite maintenant à rejoindre à l'étage supérieur notre pot de l'amitié, ce qui me donne l'occasion de remercier Suzanne Jama, qui en est la responsable, et Myriam Leroy, qui l'a aidé si efficacement. Excusez. Merci Pierre. Compliment. D'abord des sujets importants. Alors si quelqu'un veut le livre, je serais très content de le dédicacer.